Le pire, c'est que cette histoire, elle va beaucoup plus loin que quelques streamers qui touchent 50 000 € d'argent public. S'il y avait que ça serait réglable très rapidement. Là, je suis désolée de le dire, mais faut tout cramer. Bonjour et bienvenue dans la France libre, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, corruption, gaspillage d'argent public, opposition contrôlée, bref, un jour normal dans la France de 2026. Alors pour beaucoup de monde, ça n'a pas été une grande révélation, mais disons que c'est venu confirmer ce que beaucoup d'entre nous savions déjà. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, le 25 mars dernier, Ultia, une streameuse jeux vidéo de 30 ans spécialisée dans le contenu relatif à Nintendo, je déteste cette époque, se réjouissait en direct sur sa chaîne d'avoir été choisie pour siéger au sein du jury du CNC avant de déclencher un scandale en révélant les petits arrangements entre amis et la censure politique par lesquels le système fonctionne. Ultia, à la suite de cela, s'est fait démettre de ses fonctions et à l'heure où je tourne cette vidéo, un petit peu plus de 2 semaines plus tard, le CNC vient d'annoncer la suspension du fonds d'aide à la création de vidéos sur Internet. Néanmoins, le mal est fait, ce qu'Ultia a fait, c'est qu'elle a révélé un fonctionnement qui va bien au-delà du petit milieu des créateurs de contenu sur YouTube ou sur Twitch, qui va bien au-delà du petit milieu parisien de la culture et bien au-delà même des simples structures étatiques qui financent leurs activités à l'utilité sociale douteuse avec l'argent public. Et aujourd'hui, tous ceux qui tirent parti et profit de cette gabegie sont absolument furieux qu'elle ait enfin été révélée au grand jour et tentent de blâmer les victimes de l'escroquerie, ceux qui sont choqués d'apprendre à quel point ce fonctionnement est répandu et qui, par leur travail, payent pour ça les Français. Parce que s'ils critiquent, ils sont d'extrême droite. Alors reprenons au début. Le CNC, c'est le Centre national du cinéma et de l'image animée, un établissement public français chargé de réglementer le cinéma français, de soutenir et de promouvoir la création audiovisuelle française et de protéger le patrimoine cinématographique de notre pays. Il a été créé au sortir de la guerre pour faire la promotion notamment de la culture française, qui était à l'époque d'un niveau assez élevé, est reconnu dans le monde entier. Il est financé par de l'argent public, par diverses taxes. Une taxe sur les billets de cinéma, une taxe sur l'audiovisuel, une taxe sur les services de streaming ou encore la taxe sur les fournisseurs Internet. Dans le cadre de sa mission de soutien à la création audiovisuelle, il distribue des aides financières à des créateurs français. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de créateurs, de producteurs, d'exploitants de cinéma, mais aussi, depuis 2017, des créateurs de contenu sur Internet, avec des fonds dédiés via sa branche CNC Talent, renommée en 2026 Fonds d'aide à la création pour les plateformes sociales, dont le but était, on va y revenir, de soutenir des créateurs de vidéos sur Internet pour leur travail, a priori utile à la société. Non, moi j'y ai pas droit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous raconter la petite histoire de l'intérieur. Les créateurs qui souhaitent des aides en font la demande, déposent un dossier auprès du CNC qui étudie attentivement les candidatures et retient celle qu'il vaut le coup d'aider via un jury composé d'experts du milieu. Des experts en YouTube et en Twitch donc. Oui, je suis cette époque. Oui, je sais, moi aussi je suis sur YouTube. Je considère que mon travail n'est pas d'utilité publique. Pas autant que celui d'un agriculteur en tout cas. Bref, je sens que ça va encore être une vidéo qui va me faire beaucoup d'amis parmi mes collègues. Non, parce que ces gens, c'est pas mes collègues, on fait même pas le même boulot. Et surtout, on ne défend pas les mêmes intérêts. Ce n'est pas ma collègue! C'est une personne qui est venue nous emmerder à prendre de l'argent public. Non, j'arrête. Alors, parmi les experts nominés dans le dernier jury du CNC, Carla Giardina, dite Ultia, la streameuse Nintendo dont je vous parlais au tout début de cette vidéo, qui s'est félicitée de cette nomination auprès de ses abonnés. Là où les choses ont commencé à mal tourner, c'est quand elle s'est mise à nous révéler les critères réels d'attribution des aides du CNC. Je suis jury au CNC Talent, qui est en fait un fonds d'aide monétaire aux créatrices de contenu web. S'il y a des projets qui sont poussés par des gens que j'aime bien, c'est d'une évidence sans nom que si je trouve de mon côté le projet pertinent, je vais saucer le projet en fait. Mais genre, sans déconner, tu vois. Enfin, c'est logique.
Si demain Rivenzi il poste un projet pour le CNC, c'est évident que je vais être en mode bah ouais mec, prends ta thune du CNC et fais ton projet, je te soutiens en fait, c'est évident, c'est mon ami. Tu vois, si c'est un projet proposé délibérément par quelqu'un d'extrême droite, désolé, bah non en fait. On touche là à un double problème dans les critères d'attribution des aides, déjà largement évoqués par les commentateurs au cours de la première couche de la polémique, mais qui méritent quand même qu'on revienne dessus rapidement. 1. Le copinage. 2. Le critère politico-idéologique de sélection. Et dans le milieu de la culture, il faut l'admettre, les deux vont de pair. Si tu n'as pas les bonnes idées politiques, alors tu n'as pas d'amis. Et à l'inverse, les milieux dans lesquels tu fréquentes tes connaissances et tes amis attendent que tu aies les mêmes idées politiques qu'eux. Si tu mets en cause le bord politique en question, ou si simplement tu as le tort de poser des questions, alors tu vas être traité comme le dernier des traîtres et tricards de partout. J'en sais quelque chose, personnellement, parce que déjà depuis mon départ du parti de gauche en 2015, c'est étendu, mais lorsque j'ai pris en 2018 position en faveur des gilets jaunes, et que j'ai dénoncé l'escroquerie des youtubeurs qui demandaient à chacun de faire un effort sur l'écologie. J'en reparle à la fin de ce truc. C'est pour vous dire que dès qu'il y a eu les gilets jaunes et que j'ai ouvertement soutenu ces derniers, eh bien les gens du milieu qui discutaient avec moi sans aucun problème ou qui me disaient qu'ils appréciaient mes vidéos, à ce moment-là se sont mis à me tourner le dos. J'ai commencé à être désinvité d'événements, la cible de diffamation et de rumeurs même dans le milieu de YouTube. Alors c'est une autre histoire pour une autre vidéo, mais disons que c'est lié à ce que je vais vous raconter à la fin. En tout cas, dans ce milieu-là, pour avoir des amis et donc des financements, eh bien tu as intérêt d'avoir les bonnes idées politiques. Lesquelles ? Je vais revenir dessus un tout petit peu plus loin. Mais pour résumer, on a déjà un cocktail pour un scandale assez explosif et on n'en est qu'au début. C'est-à-dire que premièrement, on a une jurée d'un fonds de financement, d'une structure qui dépend de l'État, qui assume d'utiliser sa position pour saucer ses potes. Et deuxièmement, elle nous avoue, sans y voir aucun problème, que si le projet est présenté par quelqu'un dont elle a décidé qu'il était d'extrême droite, parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, pour être étiqueté d'extrême droite, il suffit de manger du saucisson, d'aller à la salle de sport ou de vouloir que la France protège ses citoyens, eh bien le projet se verrait refusé. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'elle ne voit même pas le problème à affirmer publiquement qu'une structure d'État qui distribue des aides issues de fonds publics à des projets dont on peut douter de l'utilité, parce que est-ce qu'on peut parler des dizaines de milliers d'euros donnés à une streameuse pour lire en live sur Twitch des livres à haute voix? Au CNC, tu as le droit de demander jusqu'à la moitié de ce que le projet te coûte. Donc il y a une surfacturation quelque part. C'est parce que tu as juste besoin d'un ordinateur et d'un livre pour être sur Twitch à lire le livre en live. Bref, des projets donc dont on peut quand même se demander s'ils servent vraiment à quelque chose ou pas, et ce tout particulièrement dans le contexte actuel où, disons-le, il n'y a plus un rond parce qu'on ne produit plus de richesse dans ce pays et qu'on préfère presser comme des citrons les gens qui en produisent encore, mais c'est une autre question sur laquelle je reviendrai plus tard également dans cette vidéo. Bref, cette Ultia ne voit pas du tout le problème dans le fait que le système tout entier se fonde sur le copinage et l'approbation idéologique des membres du jury. En résumé, sur l'arbitraire absolu, l'entre-soi complet d'un tout petit milieu parisien déconnecté qui se sauce avec l'argent des Français. Et en même temps, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle nous apprend? On le savait tous que ça fonctionnait comme ça. Parfois, c'est même pour financer des émissions que personne ne regarde, comme cette chaîne à 19 abonnés qui a touché plus de 100 000 euros d'argent du CNC. Donc on savait, pour le milieu de la culture en général, et on le sait aussi pour la presse, qui se gave à millions de l'argent des Français pour des tirages absolument ridicules parce que personne ne lit plus leur torchon, ou même pour des émissions de télé qui mettent en scène des experts sortis de nulle part et qui ne sont experts de rien du tout, mais dont le but est de faire la morale aux gens. Et pour ce cas plus précis de la création de contenu sur Internet, souvent financé quand même par la publicité et le sponsoring, on pouvait aussi se douter, mais ça n'avait jamais été affirmé aussi directement, aussi explicitement et aussi publiquement que ça l'a été par Ultia. Suite à la polémique, le CNC a eu tôt fait de la démettre de ses fonctions, mais même là, elle n'a pas vraiment compris le problème. Elle est encore allée se plaindre sur les réseaux sociaux en expliquant qu'elle n'avait rien fait de mal. Et en soi, elle n'a rien fait de mal, à part dire les choses telles qu'elles sont, mais le problème c'est que les choses telles qu'elles sont
C'est mal. Malheureusement, en fait, ils ont pris cette décision sans m'en parler en amont et ils ont destitué comme ça le droit de réserve. À aucun moment, on ne m'a parlé de ce devoir de réserve. Voilà. À aucun moment, on ne m'en a parlé. Peut-être qu'il aurait fallu, en effet, me prendre à part et me dire « Toi, Ultia, tu as une fonction de personnalité publique, tu parles au quotidien, on voudrait tout particulièrement préciser avec toi que tu fasses attention à ce que tu dis en live. » Je pense que au pire, mes propos étaient maladroits, mais de là à être destituée sans sommation, sans avoir la chance de parler ou de me défendre, etc. C'est pas très raciste. C'est trop dommage, quoi. Probablement que j'aurais pas dû dire extrême droite, mais j'aurais dû dire c'est quelqu'un de raciste, de sexiste, de misogyne, d'homophobe. J'aurais dû dire ça. Bon, voilà. Ils ont dit exactement pourquoi ils ont pris la décision. Alors justement, je leur ai demandé, parce que je comprenais pas non plus, mais eux ont dit que ça sous-entendait que le jury n'était pas impartial. Voilà. Mais en fait, le jury en lui-même, il tend à être partial, mais individuellement, et ça c'est ce que j'ai dit, du coup c'est pour ça que je trouve ça injuste, mais individuellement on est forcément biaisé par notre subjectivité. Ça me semble si évident. Le CNC ne l'a pas démise de ses fonctions parce qu'elle a un parti pris assumé dans le choix des projets qu'elle sauce. Elle a été virée parce que dans sa grande naïveté d'adolescente, elle a révélé finalement ce secret de Polichinelle que personne ne devait assumer au grand jour. Que le CNC, comme bon nombre de structures, aussi bien publiques que privées dans ce pays, fonctionne exactement de la même manière. Son crime n'a pas du tout été de vouloir favoriser ses amis ou de vouloir emmerder ses adversaires politiques. Ça, c'est admis que c'est un truc normal, visiblement. Son crime, ça a été de révéler que eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne en France. Du coup, le CNC a fini par prendre acte et par dire, grosso modo, on arrête, mais c'est pas parce qu'on a mal agi, c'est à cause des méchants d'extrême droite. Un petit peu plus de 2 semaines plus tard, le 8 avril, Gaëtan Bruel, président du CNC, a annoncé suspendre jusqu'à nouvel ordre la commission du fonds d'aide à la création sur les plateformes sociales. Alors juste, excusez-moi, mais déjà, qui c'est ce gars ? C'est qui ? Ah, juste avant, il était directeur adjoint du cabinet de Gabriel Attal. Pour le contexte, du coup, le patron du CNC, un haut fonctionnaire proche de Gabriel Attal random, peut décider de créer, de dissoudre tout seul une commission qui relève de la puissance publique et qui est financée par l'argent public. Soit, il a donc annoncé suspendre l'existence de ce fonds jusqu'à nouvel ordre. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il aurait subitement pris connaissance d'un fonctionnement contraire à l'éthique et à la déontologie de sa commission, et que, couvert de honte, en tant que directeur, il aurait pris ses responsabilités devant la nation à qui il doit littéralement des comptes. Non, c'est à cause des méchants qui ont harcelé la commission et qui ont eu gain de cause. Il nous le dit dans son communiqué publié sur les différents réseaux sociaux. Une polémique négligeant un certain nombre de faits n'a cessé de croître en intensité sur les réseaux sociaux et dans certains médias, jusqu'à atteindre un niveau d'agressivité inédit, y compris sous la forme de menaces à l'encontre des membres de cette commission et d'agents du CNC. Donc il dissout parce qu'une polémique qui raconte des méchants mensonges relayés par des gens agressifs fait que le jury n'est pas, je cite, en mesure de délibérer sereinement sur les projets qui lui ont été soumis. Donc c'est pas parce que son truc c'était une honte de base. C'est les méchants. Et les méchants en question, si lui-même ou le CNC ne formule pas explicitement leur identité, d'autres ne s'en sont pas privés. Je vais prendre un exemple parmi une ribambelle, les déclarations de Jean Massier de l'émission Backseat, qui a à la fois touché des aides du CNC par le passé et siégé dans la commission d'attribution des aides, et ce depuis le début de l'existence du CNC Talent. Jean Massier qui nous affirme « C'est une campagne de harcèlement et de menaces organisée par l'extrême droite. Une campagne coordonnée d'extrême droite qui a porté ses fruits. » Je pense aussi, autre exemple, à la députée France Insoumise Sarah Legrain, qui a posté sur X une déclaration indiquant qu'elle siège au conseil d'administration du CNC. Alors pourquoi déjà une députée France Insoumise ? Sur les 577 députés qui siègent à l'Assemblée nationale, il fallait forcément qu'ils aient une France Insoumise pour siéger à leur conseil d'administration ?
Non mais c'est une remarque en passant et c'est pas du tout le pire de son poste, mais il fallait le mentionner, donc je poursuis. La députée de la Nation Sarah Legrain nous éclaire donc. Ce matin se tenait le conseil d'administration du CNC, dont je suis la députée membre. Toujours en congé maternité auprès de mon bébé, oui on se doute que t'es pas en congé maternité auprès d'une chèvre, je n'ai pu m'y rendre. Mais j'aurais aimé y aborder la façon dont le CNC a cédé aux pressions d'une extrême droite qui veut sa peau. Tiens, l'obligation de neutralité politique est déjà passée aux oubliettes, hein. L'affaire Ultia, au lieu de donner lieu à cette exclusion sans sommation, aurait dû être l'occasion de réaffirmer les valeurs du CNC, républicaines, donc nécessairement opposées à celles d'une extrême droite raciste, misogyne et homophobe. Elle a réussi à tous les placer, c'est génial. Et des récits qu'elle promeut. Ultia a été punie pour avoir mis en évidence avec franchise les ambiguïtés inhérentes à la fonction de membre de commission entre expertise pro, regard personnel et risque d'entre-soi et de biais. Juste un risque. Et elle a elle-même pointé la fragilité des notions d'objectivité et de neutralité. Excusez-moi, mais du coup la neutralité c'est important, sauf quand il s'agit des gens avec qui t'es pas d'accord. Parce que là c'est ok de plus être neutre. C'est quand même l'extrême droite, attention. Ils font griller des saucisses au barbecue. Hein. Elle poursuit donc, au lieu de saisir l'occasion d'une riposte à l'extrême droite, à ces paniques et mensonges qui se répandent de plus en plus dans l'opinion publique, des mensonges genre il y a une élite déconnectée qui se sauce avec l'argent des Français, le CNC lui a cédé et a jeté cette jeune femme en pâture. À lire ça, on peut se dire que en fait c'est complètement assumé. Le problème pour eux, c'est pas leur système basé sur la corruption, le copinage, la censure aux frais du contribuable, c'est les gens qui les critiquent. Et s'ils critiquent, eh bien c'est forcément qu'ils sont victimes ou porteurs de mensonges et de désinformation. Et qui est-ce qui fait du mensonge et de la désinformation ? L'extrême droite. Le pire là-dedans, c'est pas seulement qu'ils ne voient pas le problème en fait avec ce fonctionnement, c'est qu'en plus ils trouvent totalement anormal qu'on soit choqué quand ce que nous soupçonnions tous est révélé au grand jour. Et du coup, quand c'est révélé, eh bien ce sont les victimes de leur escroquerie qu'ils accusent d'être les bourreaux. On est chez Kafka en fait. Et le pire, c'est qu'ils sont tous exactement sur ce même mode. Le président du CNC, la députée qui siège en son conseil d'administration, mais aussi tous ceux qui de près ou de loin ont un lien avec, siègent ou ont siégé au jury, touchent ou ont touché des aides du CNC. Et je suppose qu'on ne mord pas la main qui vous nourrit. Prenons autre exemple une certaine Maudie, qui nous a dit, après le renvoi d'Ultia, « Je suis fière de siéger au CNC depuis plusieurs années et je ne peux, avec des fautes bien sûr, qu'appuyer la nécessité de suivre son règlement, garant de la mission de service public de l'institution. Néanmoins, je suis très alarmée par le fait qu'un poste X, c'est les trucs d'Usul ? Hein ? Non, ok, je sors. Qu'un poste X puisse faire pression ainsi sur une commission. À nouveau, ce qui choque là cette personne, ce n'est pas le copinage, c'est le fait que le CNC ait été obligé de faire du damage control en virant Ultia parce que il y a un internaute qui a isolé l'extrait du live d'Ultia et que les autres internautes qui ont vu ce truc ont été choqués par ces révélations et par le côté explicite de ces révélations en tout cas. Et tout cela en dit très long sur leur manière de penser le monde et de penser leur situation et leur place dans la société. Pour eux, le problème c'est pas qu'il y a une élite décalquée qui se sauce à l'argent public, c'est que les gens, les Français, donc les gens qui bossent, qui financent le fonds CNC par leur travail, soient estomaqués devant l'admission de l'entre-soi de ce petit milieu de la culture, du copinage et de la censure idéologique qui y règne. Et cette Maudie, que fait-elle à part siéger au CNC depuis plusieurs années d'ailleurs ? Elle se décrit elle-même comme streameuse mêlant jeux vidéo et sciences sociales. Je hais cette époque. Projet d'éduc-pop, chroniqueuse pour Arte et Blast. Tiens donc, une chroniqueuse de chez Blast et Arte, payée donc par Blast et Arte, deux structures qui touchent des aides à la presse, là encore, de l'argent public. Blast particulièrement, qui a non seulement touché presque 2 millions d'aides à la presse ces dernières années, mais aussi 80 000 € du CNC. Et c'est sans compter l'argent touché à part par les créateurs qui travaillent aussi comme chroniqueurs chez Blast, tel Mathieu Burgalassi, qui a touché 30 000 € du CNC pour des émissions sur Blast où il débunk des fake news tel le journaliste Alibé Moyen. Il y a un côté consanguin là, non ? Blast publie pourtant régulièrement des vidéos d'appel aux dons pour demander de l'argent pour soutenir ce média indépendant. Mais indépendant de quoi exactement ?
puisque c'est le ministère de la Culture qui leur distribue l'argent public. C'est la Macronie qui a elle-même décidé pour, je cite, promouvoir la neutralité des aides quant au support utilisé, d'ouvrir les aides du ministère au nouveau format avec la création d'une aide dédiée aux services de presse tout en ligne pour compléter les mécanismes traditionnels d'aide aux titres imprimés, attribués à 69 titres pour un montant total de 4 millions d'euros. Ainsi, depuis 2022, Blast, tout comme Contexte, le Huffington Post, Africa Intelligence par exemple, sont directement subventionnés par les aides à la presse. Est-ce que ce serait en récompense pour avoir aidé à faire réélire Macron en 2022 ? Et alors, ça va me faire une excellente transition pour la suite. La couche supérieure de ce superbe système de détournement d'argent, c'est que ceux que l'État arrose, que la Macronie arrose, osent se prétendre médias dissidents, médias d'opposition, médias de résistance au pouvoir politique en place, alors qu'ils ne sont en fait que ces idiots utiles. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à rappeler que cette chaîne, si elle est uniquement dépendante de votre soutien, que je ne vends ni mon derrière à des annonceurs privés, ni ma parole à des censeurs d'État, que je ne touche pas 1 centime d'argent public et que si depuis 10 ans cet espace dans la France libre existe, eh bien c'est grâce à vous qui soutenez la chaîne sur Tipeee, à vous qui êtes abonnés, qui partagez, qui commentez les vidéos, et aussi quand même un peu grâce à Tipeee qui refuse de fermer ma page malgré les pleurnicheries hebdomadaires qu'ils reçoivent par mail pour dénoncer mes méchants propos d'extrême droite qui ne devraient pas avoir de cité de la part de tous les résistants et opposants politiques en carton biberonnés aux aides de l'État. Donc, si jamais vous voulez soutenir mon boulot, qui ne sera jamais reconnu d'utilité publique par les autorités, contrairement à celui de Mathieu Burgalassi, ni considéré comme légitime par les trentenaires champions de Mario Kart qui siègent au jury du CNC, je vous invite à franchir le pas et à me soutenir même à hauteur d'1 euro symbolique sur Tipeee. Je vous donne plus d'infos à la fin de cette vidéo, mais je ne pouvais pas parler de ce sujet sans quand même le dire. Voilà, revenons à nos moutons, littéralement. Ce qui est beau à observer chez tous ces petits bourgeois parisiens qui siègent au CNC et qui accordent des aides à leurs amis avant d'en recevoir à la prochaine session où ce sera les amis en question qui siégeront à leur tour. Mais bien sûr c'est neutre, ils doivent sortir de la pièce quand les dossiers de gens qu'ils connaissent sont étudiés. C'est la réalité parallèle qu'ils se sont inventés, dans laquelle ils ne seraient pas de vulgaires petits laquais récompensés pour leur service par, je sais pas, mettons une pièce d'or prise au lapin le jour de son anniversaire par le shérif de Nottingham, au service d'un dirigeant corrompu et franchement nul. Oui, je sais, je cite souvent Robin des Bois, mais qu'est-ce que vous voulez, l'analogie là, elle est quand même assez évidente. Bref, dans ce monde parallèle que tous ces gens se sont construits, ils seraient au contraire de grands résistants, des opposants politiques, craignant pour leur vie dans un contexte où le monde entier serait devenu d'extrême droite et fonctionnerait contre eux. Donc voilà, un système qui fonctionne contre eux en les arrosant d'argent, en les aidant financièrement à exister. Si vous voulez, une réalité parallèle où ils seraient vent debout contre une extrême droite tantôt aux portes du pouvoir pendant les campagnes électorales, tantôt déjà au pouvoir quand Macron leur fait à l'envers, évidemment, à refaire dans leur tête et sur LinkedIn la bataille de Stalingrad contre l'ennemi nazi, avec lequel on ne discute pas, mais que l'on combat. Des résistants de la première heure à toutes les oppressions contre des catégories de la population n'ayant pas vraiment d'existence dans le monde réel, des guerriers se battant contre l'injustice climatique, la misogynie noire, c'est un vrai truc, je n'invente rien, je hais cette époque, et contre le fascisme des salles de musculation, où ils seraient des combattants de la démocratie contre la dictature qui ne manquerait pas d'être instaurée si jamais les Français continuaient de ne surtout pas les écouter et de ne pas voter pour eux. Triste réalité, plus que des dissidents, ils ne sont jamais que les bouffons du roi, financés par lui, autorisés à le critiquer un peu, à aller manifester un petit peu, jusqu'au moment où ils doivent se ranger de son côté et appeler à voter pour lui. Et qu'ils se plient tous, sans exception, à l'exercice avec un zèle plus ou moins affirmé, qui font 90% de leurs vidéos pour nous expliquer l'urgence du réchauffement climatique qui ne va pas manquer de nous anéantir dans les flammes de l'enfer dans exactement 666 jours, et ce depuis 20 ans, ou bien pour nous avertir du danger représenté par les candidats ayant la faveur des sondages et des urnes, prônant en creux la possibilité d'introduire le crime de la pensée et d'interdire légalement de penser
comme il ne faut pas. Quelle différence déjà entre ce que nous assènent ces gens du haut de leur supériorité morale et les discours qu'on nous tient à la télévision et dans les journaux traditionnels subventionnés par nos impôts via les aides à la presse? Il n'y en a pas. Le drame, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. Initialement, la création de contenu en ligne, ça représentait effectivement une forme de culture alternative. J'en sais quelque chose puisque ça fait 10 ans, plus maintenant, que j'ai créé le fil d'actu. Mais depuis un moment déjà, et notamment dans la production audiovisuelle, ce milieu, eh bien, il est devenu une simple extension du milieu habituel de la culture. Un monde très petit, consanguin, où tout le monde se connaît et se serre les coudes, et où ce n'est pas tant l'absence de succès qui est compensée, ni le succès récompensé, que la capacité à rentrer dans le moule de ce que l'élite dirigeante attend de ces intellectuels organiques qui est rétribué. Cette rétribution, elle se fait par de la distribution d'argent. Et cet argent, pour eux, il est magique. Dans le monde réel, il est issu de la production, dans le monde réel, par des gens qui effectuent un travail bien réel dans le monde réel. Il a fini par y avoir une porosité entre le milieu de la culture qui était initialement conçu comme ça pour promouvoir la culture française et qui a peu à peu été corrompu, et le milieu des streamers, youtubeurs, créateurs de contenu sur internet. Et ça a fini par faire que le second s'est fondu dans le premier et qui sont devenus en fait les mêmes. Il a été absorbé par le blob culturel, et ces membres qui au départ étaient véritablement pionniers d'une culture alternative sont devenus au final les mêmes clones que ceux que l'on voit à la télévision. D'ailleurs, eux aussi, on les voit à la télévision maintenant, invités ou animant les mêmes émissions, ils tiennent les mêmes discours, ils dispensent la même morale aux Français qui s'étaient initialement tournés vers eux, précisément parce qu'ils ne faisaient pas partie de ce système-là et parce qu'ils tenaient un discours différent. Et à titre personnel, je m'étonne quand même de la vitesse à laquelle la corruption s'est faite. Parce que ça a été beaucoup plus rapide que pour le milieu de la culture, à qui il a fallu un bon demi-siècle pour tomber aussi bas. Alors c'est peut-être aussi parce que le niveau des adultes de 2026, dont le travail est de jouer à des jeux vidéo, jouer cette époque, il est aussi beaucoup plus bas que celui des élites culturelles françaises des années 50. Allez savoir. Mais au final, si le sang neuf apporté par ces streamers, youtubeurs, influenceurs a accordé à ce milieu un répit de quelques années avant la dégénérescence finale, on en revient toujours au même constat, qu'il y a en France une pseudo-élite qui a trusté les médias, initialement conçus dans l'idée de servir l'intérêt général, et qu'elle a colonisé, dans la foulée, les médias en ligne. Une pseudo-élite de plus en plus déconnectée de la réalité, vivant dans sa tour d'ivoire des métropoles, dont l'entre-soi intellectuel et le refus de se confronter à l'altérité et à des idées qui ne vont pas dans son sens, a fini par la faire dégénérer, au point que non seulement elle ne voit même pas le problème avec le fonctionnement de ce système, mais qu'en plus pour elle, le problème c'est que les gens qu'elle était censée servir, et d'ailleurs dont on prélevait le fruit du travail pour que l'élite en question mène à bien sa mission, que ces gens osent lui mettre le nez dans sa gabegie et dans son parasitisme crasse. Une élite culturelle qui défend son intérêt, et cet intérêt, c'est le même que celui de la classe dirigeante qu'elle prétend dénoncer, avant bien sûr d'appeler à voter pour elle. Cet intérêt, c'est tout simplement, comme pour tous les groupes sociaux, de continuer à survivre. Ce qui n'est possible aujourd'hui, puisque le peuple bien conscient de l'escroquerie se détourne d'elle, que par le fait qu'elle continue de toucher de l'argent public. Et on en arrive au fond du problème. On aurait tort de croire que ce fonctionnement est exclusif au milieu de la culture qui est effectivement traditionnellement de gauche, enfin si ce mot veut encore dire quelque chose, ou même au milieu de la presse et des médias, ou plus généralement des intellectuels organiques de la classe dirigeante. Et quand je dis intellectuel organique, allez voir ce que ça veut dire chez Gramsci, il n'y a pas besoin d'avoir un QI très élevé pour être un intellectuel organique. Il suffit simplement de se faire le relais du récit porté par la classe dirigeante et dominante dans un contexte historique donné. Mais bref, on aurait tort de croire que l'arbitraire, le copinage et surtout le gaspillage d'argent public,
ça va uniquement, pour la faire à gros traits, à des bobos gauchistes parisiens ou lyonnais qui n'ont pas d'autres sources de revenus, ou que ça va uniquement à des films nuls avec Didier Bourdon qui incarne un boucher raciste et arriéré dont la fille est en polyamour avec un Omar Sy vegan musulman qui à la fin, grâce aux prouesses footballistiques de lui et tous ses amis sans papier qu'il a fait venir au village, achève de convaincre Didier Bourdon et ses voisins aussi racistes, méchants et rétrogrades que lui, que finalement le vivre ensemble vegan et woke c'est vachement bien, et où ils se retrouvent tous à la fin autour d'un flan aux courgettes à rigoler avec des influenceuses voilées. En fait, ça, c'est une tête d'épingle dans le problème qui est colossal. Il suffit de regarder les aides à la presse touchées par des médias comme le Figaro, par exemple, dont, ironie, la chroniqueuse Eugénie Bastier, notoirement anti-woke, anti-gauchiste, ne s'est pourtant pas privée de dénoncer le gaspillage d'argent public. Mais elle aussi est payée par l'argent public. Et elle non plus n'existerait pas si l'argent public ne venait pas la financer. Et en vrai, si le milieu de la culture était traditionnellement de droite, quoi que ça veuille dire, Eugénie Bastier et consorts n'auraient strictement aucun problème avec le fonctionnement du financement du CNC Talent. Le problème, malheureusement, il va bien au-delà de la question d'une orientation idéologique wokiste, d'une micro-élite, idéologie wokiste dont au passage le PDG de BlackRock, Larry Fink, lui-même a reconnu il y a 2 semaines qu'il s'agissait d'une expérimentation à laquelle lui et ses amis de la classe dirigeante se sont livrés et qui a mal tourné. Ça c'est pour l'opposition et la résistance au système que représente le fait d'être un travesti, pardon, il faut dire transgenre. On voit bien là que ce n'est pas une histoire de communisme ou d'extrême droite. C'est pas une histoire d'idéologie, c'est bien une histoire de comment ça fonctionne matériellement dans le monde réel, pas dans le monde des idées. Le problème, c'est que la France fonctionne comme ça. Et pas uniquement dans ce qui dépend de l'État. Parce que aujourd'hui, combien de start-up foireuses financées par la Banque publique d'investissement? Combien de crédits d'impôt à des entreprises sans aucune obligation de résultat? Combien d'associations reconnues d'utilité publique alors que leur seul fait d'armes c'est d'organiser des concerts de jazz manouche pour hippies qui s'ennuient dans des tiers-lieux, là aussi financés par l'argent du contribuable? Combien d'organismes privés ayant des contrats avec l'État pour organiser des formations bidons et grassement subventionnées, payant des salariés sans avoir le quart des rentrées d'argent nécessaires dans leurs bénéfices? Combien d'insectes? Combien de cabinets de conseil? Combien d'entreprises labellisées RGE qui gonflent leurs tarifs? Combien d'appels d'offres? Combien de factures surestimées pour favoriser les copains aux frais de la princesse? Pardon, pas de la princesse, du peuple qui va continuer de payer ses taxes. Et ses taxes sur les taxes. Combien d'entreprises qui ont obtenu des labels d'utilité écologique, qui touchent des subventions alors que leur boulot c'est littéralement rien branler et faire la leçon aux gens en prenant l'argent de leur travail directement dans leur poche? Combien de financements de la commune, de la Comcom, du département, de la région, de l'État, de l'Union européenne qui proviennent d'enveloppes qui sont prises où toujours au même endroit, dans la poche des Français. Alors le CNC, c'est un milliardième du problème. C'est un minuscule grain de sable dans l'immense désert de l'arnaque générale. Et on en vient aux solutions, et notamment aux solutions qui sont proposées, et donc on en vient au drame. C'est que il y en a qui vous disent qu'il suffirait, pour régler le problème, de couper toutes les subventions, que ce soit au public ou au privé, selon leur bord politique. Parce que c'est ça, d'un côté ils vous disent il faut couper toutes les aides publiques, de l'autre côté on dit non, il faut prendre tout l'argent des riches, et il n'y a aucune autre option à chaque fois. Soit il faut dissoudre la République d'un côté, soit il faut mettre fin au capitalisme de l'autre. Et tous ces gens n'arrivent même pas au dixième, du quart du fond du problème, ni de ce qu'il y aurait à faire. Parce que tout cela, ce ne sont que des mots. Et le problème, ce ne sont pas les mots et ce ne sont pas les idées, le problème il est dans le monde réel. Et dans le monde réel, l'argent il vient pas de nulle part. Le drame, c'est qu'en plus, toute cette gabegie, elle se fait à crédit. Parce que on ne produit plus rien, on ne produit plus de richesse, pour la bonne raison que la classe dirigeante, et ce depuis Giscard, a bossé main dans la main avec la finance afin de nous enlever nos moyens de produire la richesse et les délocaliser à l'autre bout du monde, en nous imposant la mondialisation et l'Union européenne qui n'est jamais qu'une sorte de mondialisation dans la mondialisation, et ce,
avec l'appui de tous ceux qui aujourd'hui prétendent dénoncer ce système. Les altermondialistes d'un côté, les libéraux qui nous ont vendu le rêve mondialisé avant, pour certains, d'essayer de se refaire une virginité en se repeignant en souverainiste, mais sans déconner, c'est quand même un peu fort de café. Des deux côtés. Qu'ils dénoncent le fonctionnement arbitraire du CNC ou les dividendes des ultra-riches, qu'ils vous disent que la solution c'est plus de taxes ou plus du tout de taxes, aucun ne semble avoir conscience que on n'en est plus à savoir s'il faut prendre dans les poches de Paul pour habiller Jacques ou l'inverse. Parce que Paul et Jacques, ils bossent tous les deux, mais dans un cas comme dans l'autre, ils ont de moins en moins à la fin du mois. Pourquoi ? Parce que la France ne produit plus de richesses, mais qu'il faut maintenir le train de vie de ceux qui sont financés par l'argent public, qui est pour eux de l'argent magique. Et comme on ne produit plus rien, mais il n'y a plus d'argent public à redistribuer comme avant. Alors dans les années 70, peut-être que, d'ailleurs sans doute, puisqu'elle l'a fait, la France pouvait se permettre de filer de l'argent gratuit à n'importe quel créateur cinéma avec un projet perché, ou pouvait se permettre d'embaucher tout le monde dans des boulots de fonctionnaires avec une pause café de 3 heures par jour. Je rappelle au passage que c'est sous Giscard que le nombre de fonctionnaires a le plus augmenté en France, alors je suis désolée de vous décevoir, mais la merde, elle a commencé dès que De Gaulle est parti, et ils ont tous poursuivi sur la même voie, de droite comme de gauche. Mais dans les années 70, quand on pouvait se permettre ces espèces de dépenses extravagantes, on avait encore des usines. Il y avait du travail dans ce pays. On produisait, on exportait dans le monde entier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Grâce à nos dirigeants, on a un système où les parasites sont tous mieux lotis que les gens qui bossent. Parce qu'on se finance non plus par la création de richesses, mais par la dette. Et c'est bien pratique, parce que nos créanciers et les détenteurs de nos titres de dette, parasites entre les parasites, plus on est endetté, et plus ils s'enrichissent. Alors ils vont continuer de nous prêter, moyennant des présentations PowerPoint facturées plusieurs millions d'argent public au ministère chargé de distribuer le pognon des Français à tous les parasites publics et privés, woke et pas woke, start-upers et fonctionnaires, tous unis pour sucer le sang de ceux qui produisent encore. Les agriculteurs, les ouvriers, les artisans, les ingénieurs, les indépendants, ceux qui produisent une richesse tangible, mesurable, pas de la valeur ajoutée estimée par des copains dans des commissions grassement payées avec l'argent des producteurs. Les producteurs, les seuls qu'on peut encore taxer, et que la classe dirigeante, avec ses complices à la tête de l'État et tous ses laquais des médias subventionnés par l'argent public, va continuer de presser comme des citrons jusqu'à ce qu'ils en crèvent. Voilà. Bon, la vidéo commence à être déjà assez longue comme ça. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, sur comment nos dirigeants ont détruit le pays en détruisant ses producteurs et ses moyens de production, ainsi que d'ailleurs des pistes sur la manière de reprendre la main, je vous invite à lire mon livre. J'ai écrit un livre de 350 pages là-dessus. Il est venu le temps des producteurs. Il est juste là-bas, derrière moi. Je vous mets le lien en description. C'est aux éditions du Fil d'Actu. Mais là, il faut que j'enchaîne parce que ça va encore faire une vidéo de 15 heures et je sais pas combien d'entre vous sont encore là. Donc si jamais vous êtes encore là, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires peut-être si vous pouvez. Voilà. Merci. En conclusion, le CNC, c'est même pas un arbre qui cache la forêt. À la limite, c'est un brin d'herbe qui cache l'Amazonie. L'argent public gaspillé par le CNC, c'est une petite goutte de sang parmi des milliers de litres sucés par des parasites de tout poil. Mais c'est, il est vrai, une goutte de sang symbolique qui nous montre bien comment fonctionne ce système. La solution, c'était effectivement pas de virer Ultia, ni même de fermer le CNC. Ça fait plaisir, je dis pas, mais le problème, il n'est pas réglé pour autant. En fait, ce qu'il faudrait, c'est commencer par le haut. Faire un immense audit de tous les financements publics qui vont aussi bien au public qu'au privé, et tout reprendre à zéro en remettant les choses à l'endroit. Encourager la production au lieu de la taxer et de la tuer. Et fermer le robinet, effectivement, pour les parasites de tout type et de toute forme. Mais on ne peut pas avoir l'un sans avoir l'autre. Et ça, personne, parmi les politiques, dont c'est en théorie le travail, ne suggère rien qui aille en ce sens. C'est toujours, soit il faut couper l'argent public et puis faire des réductions d'impôts pour les entreprises, comme ça ils iront peut-être pas en Chine, sauf que 1, ils sont déjà en Chine, et 2, pour le moment on sera toujours plus cher que les Chinois, et de l'autre côté il faut taxer les ultra riches et ni et na, mais en fait les ultra riches ils ont pas d'argent, enfin c'est pas réel, tu peux avoir tu peux avoir le compte en banque avec le plus gros chiffre au monde, et s'il y a pas à bouffer, il y a pas à bouffer. Et donc personne
ne fait des propositions qui aillent dans le sens où les deux marchent ensemble en fait. Et en plus de ça, c'est toujours conditionné à l'approbation idéologique, qu'elle soit de droitardée ou de gauche. Et il s'agit toujours, aussi bien pour les uns que pour les autres, de continuer à vivre comme ils ont toujours vécu, en bon bouffon du roi qui mange les miettes à sa table. Et c'est là le véritable drame pour les Français, qui seront condamnés à être toujours plus asservis par les uns, ceux qui organisent la société, et de moins en moins divertis par les autres, ceux qui profitent du système, jusqu'à ce que peut-être la nécessité pousse à dire stop. En tout cas, c'est tout le mal que je nous souhaite. Vive la France libre, et surtout prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et à minima qu'elle vous aura apporté un éclairage peut-être un petit peu différent de ce que vous avez pu entendre au sujet de cette affaire du CNC. Je vous avais promis la petite histoire avant de vous laisser. Il faut savoir qu'avec le fil d'actu, on avait fait 2 demandes au CNC à l'époque où on n'était pas tricard. Et cette histoire, elle commence au Frames Festival de 2017, qui est un festival organisé et animé par exactement les mêmes personnes que celles qui siègent au CNC, qui touchent des aides du CNC, qui sont dans les milieux de la culture et des médias. Pour les gens qui veulent venir rencontrer les youtubeurs, où on avait été invités. On était 4 ou 5, je crois, de l'équipe du fil d'actu à y être allés. Et aucun d'entre nous ne vient d'un milieu entre guillemets de la culture ou d'un milieu même parisien, ne serait-ce que ça. Et c'est vrai qu'on avait été un petit peu choqués de la manière dont les choses étaient organisées. C'est-à-dire que ça avait commencé par le moment où on arrive et des mecs qui viennent pour nous porter nos sacs. Moi je dis bonjour, voilà. Et en fait, le mec avait pas le droit de nous parler. Voilà, donc les gens qui venaient pour nous servir comme des laquais pour nous porter un sac pour 3 jours, déjà, moi excusez-moi, mais je porte mon sac toute seule, il n'y a pas de problème, ils n'avaient pas le droit en fait de nous adresser la parole. Bah du coup, il n'y a rien que vous puissiez me dire qui me donne plus envie de parler avec quelqu'un que de me dire que il n'a pas le droit de m'adresser la parole. Donc du coup, en plus, on est devenus potes avec le bénévole qui nous accompagnait, parce qu'en plus, voilà, les mecs n'étaient pas payés, ils étaient venus par leurs propres moyens, donc en plus, ils avaient payé pour venir, j'ai pas d'autres mots, pour venir jouer les petits esclaves à porter les valises des célébrités de YouTube que nous étions. Donc déjà, et c'est à l'occasion de ce Frames Festival que le processus de tricardisation du fil d'actu et de moi-même a un petit peu commencé, même si c'est le moment où on avait un petit peu victimisé un député de La République En Marche, Jean-François Césarini, paix à son âme, je crois qu'il est décédé il y a quelques années. Et en fait, il y avait une journée spécialement réservé aux créateurs de contenu avant le festival officiel. Et on nous avait vendu l'idée de créer un syndicat pour les youtubeurs, pour les créateurs de contenu. Disons qu'on a un petit peu refusé de participer et on l'a dit parce que, de toute évidence, en fait, l'idée de créer ce syndicat, c'était pas un syndicat en fait, c'était un lobby pour se mettre ensemble pour gratter des subventions. Voilà, moi je l'ai pris comme ça et j'ai pas du tout aimé en plus la manière dont on nous a mis devant le fait accompli à l'époque. Comme on a un petit peu pris la parole pour dire qu'on n'était pas du tout d'accord avec la manière dont c'était fait, forcément déjà ça a commencé à coincer un petit peu. Ensuite il y a eu la soirée de fin de festival où on était tous invités. Alors en plus on a été super bien traités. Enfin moi je suis jamais restée dans des Airbnb comme ça. J'ai jamais mangé dans des restos avec des menus à ce prix-là. Donc il y a eu la soirée de fin de Frames, il y avait des espèces de petites bouchées au canard sur des fourchettes. Et le dessert, je me souviens, c'était des éponges qu'il fallait passer sur une table qui était recouverte de chocolat et on mangeait des éponges au chocolat. Mais il y avait pas grand chose à manger, enfin c'était des trucs de chef quoi. Et on y allait et on a demandé où étaient les bénévoles en fait, parce que ça aurait été sympa de faire une soirée avec tout le monde. Et ben en fait les bénévoles n'avaient pas le droit d'être là. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est parti, puis on est descendu au kebab. Là où il y avait les bénévoles. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment, enfin, c'est pas du tout un milieu que je connais, c'est pas du tout le genre d'ambiance en plus qui me plaît. Mais de fait, on était encore à cette époque-là, donc c'était septembre 2017, on était encore un petit peu intégrés à ce milieu-là. Du coup, quand il y a eu le lancement du fonds d'aide à la création CNC Talent,
eh bien, j'ai été conviée, ainsi que l'équipe du Fil d'Actu, on a été conviés à la présentation qui se faisait dans un cinéma d'ailleurs, présenté par Cyprien de mémoire, où on nous expliquait, voilà, il y a différents types d'aides à la création, il y a l'aide à la chaîne, et puis il y a l'aide à projet, donc vous pouvez demander une aide à la chaîne pour aider votre chaîne de manière générale, et vous pouvez aussi demander une aide sur un projet spécifique. Je vous le dis parce que pour la suite, vous allez voir. Nous, on y allait, déjà parce qu'à l'époque, on avait tous un boulot en plus du Fil d'Actu, donc le but c'était quand même de pérenniser la chaîne, donc de faire en sorte qu'on fasse plus ça comme un deuxième boulot à plein temps, mais que ça soit notre seul boulot à plein temps. Et donc on s'est dit, bah écoute, on va voir. En plus à l'époque il y avait une espèce de, je sais pas, de boîte de prod, je vais dire ça comme ça, qui me courtisait, mais genre presque trop violemment, et dont d'ailleurs j'ai vu le nom un certain nombre de fois dans les commissions du CNC et dans les gens qui ont perçu les aides du CNC aussi, et qui m'avaient proposé de nous aider même à monter les dossiers, puisqu'ils étaient eux dans la commission, qui connaissaient des gens dans la commission, enfin vous voyez, et que ça fonctionne comme ça. Et donc on s'était dit, bon bah on va faire une première demande. On avait fait une première demande qui était une demande d'aide à la chaîne pour le Fil d'Actu. Après la présentation, il y avait une espèce de café avec des croissants où tout le monde pouvait discuter un petit peu. Et une des responsables du fonds CNC Talent est venue me voir. Mais je vous jure que c'est vrai, hein. Elle est venue me voir en me disant oh là là, on a eu peur quand vous êtes rentrés. D'accord, vous avez eu peur de quoi en fait? Oh, on a eu peur que vous fassiez un esclandre, machin, enfin je sais pas, on n'est pas des animaux quoi, on sait se tenir, mais déjà, enfin, vous voyez, on était encore plus ou moins considérés comme faisant partie de ce milieu-là, mais pas trop quand même. Voilà. Et donc, on a déposé notre première demande d'aide à la chaîne dans la foulée, qu'on nous a refusé, où on nous a dit, bah en fait, ça se justifie pas pour votre chaîne, faites plutôt une demande d'aide à projet. Donc si vous faites un projet en plus du Fil d'Actu que vous faites déjà, puis des gens du milieu nous ont dit, bah tiens, je te donne le numéro de machin, appelle-la, elle pourra te conseiller pour monter ton dossier, pour faire en sorte qu'il soit accepté, etc., etc. Et c'est vrai qu'on l'a jamais fait parce que, à nouveau, c'est pas du tout notre manière de fonctionner, c'est pas du tout notre manière de faire. Donc au final on a juste présenté un deuxième projet qui s'appelait 2023 d'ailleurs, parce qu'en fait on a déposé en 2018 et l'idée c'était de faire une émission de débat politique mais qui se passerait 5 ans plus tard et qui était censée donc se dérouler en 2023 et l'idée c'était de montrer que si on ne faisait rien, les choses allaient continuer de se dégrader, la politique allait être de plus en plus pourrie, et le système de plus en plus corrompu, et que ça serait beaucoup plus difficile de redresser la barre. C'était le concept de l'émission, je vous dis pas que c'était un truc fabuleux, mais on avait quand même un peu chiadé le truc, en suivant précisément les conseils de la nana du CNC qui nous avait dit non, il faut faire une demande de projet, et on nous l'a refusé aussi, et sans doute tant mieux, parce que si ça n'avait pas été le cas, ben peut-être là je serais en train de vous dire non, le CNC c'est vachement bien, l'argent public c'est vachement utile, machin, et puis je ferai des vidéos de merde où je joue à des jeux vidéo. Mais en tout cas, je pense en fait a posteriori, parce que là on était quand même mi-2018, les Gilets jaunes c'est arrivé 4 mois plus tard, je pense qu'en réalité les gars ont compris avant nous qu'on n'était pas du même côté, que nous n'étions pas dans le même camp, madame, comme disait le préfet l'allemand aux Gilets jaunes d'ailleurs. Ils ont compris avant nous, en fait, qu'ils pourraient jamais, en fait, nous intégrer à leur monde, et ils ont compris avant nous, en tout cas, de quel côté on était, et que, clairement, c'était pas du leur. Et donc, il y a eu ça mi-2018, et juste après, en novembre, il y a eu les Gilets jaunes. Et quelques semaines avant le 17 novembre, au moment où l'appel était déjà lancé, on m'a proposé de participer. Alors pareil, c'est des gens qui font partie de ce petit milieu, des influenceurs de YouTube, qui créent 50 000 projets, qui touchent des financements publics, qui sont dans des trucs reconnus d'utilité publique parce que ils promeuvent des gourdes en noix de bambou, là, ou je sais pas quoi, des trucs écolos, et du coup, enfin, voilà, et en fait ils font 12 vues, mais ils sont super connus dans le milieu. Vous voyez le genre de personnes. Enfin, je sais pas si vous voyez le genre de personne, parce qu'en fait personne ne les connaît, mais en tout cas moi je vois qui c'est, et donc quelqu'un de ce profil-là m'avait proposé de participer à une initiative qui s'appelait On est prêt, à laquelle participaient de nombreux créateurs de contenu, dont des quand même assez
importants, les mêmes qui étaient aux Frames, les mêmes qui siègent dans les commissions, les mêmes qu'on avait revus au cours de la journée de présentation du fonds CNC Talent, les mêmes qui vont dans les mêmes soirées. Bref, vous voyez où je veux en venir, c'est toujours les mêmes personnes qui avaient beaucoup plus d'abonnés que moi et que ça aurait été une occasion unique de me faire un petit peu de visibilité aussi. Et l'idée, c'était de dire on est prêt, entre guillemets, on est prêt à faire face, à relever le défi du changement climatique. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire, il fallait dire aux gens qu'il fallait pas prendre la voiture, mais qu'il fallait aller au marché bio à vélo, et qu'il fallait acheter une gourde, et être une gourde aussi probablement. Et voilà. Et du coup, moi, j'avais refusé parce que ce genre de projet, déjà, c'est pas des projets, quoi. Enfin, c'est juste c'est du blabla et voilà, juste pour se faire valoir, mais ça me gonfle en fait, ce genre d'espèce d'engagement à peu de frais là, qui leur permet de se faire bien voir, et en fait il n'y a aucun engagement, vous faites juste exactement ce que fait déjà le milieu de la culture. Mais bref, donc j'avais refusé, et je sais que peut-être 2 jours avant le 17 novembre, j'avais fait une vidéo justement en mettant les 2 initiatives, donc On est prêt et l'appel. Alors, on ne savait pas du tout ce que ça allait donner, le samedi 17 novembre. Comme c'était un peu mes collègues, et pour certains, même des amis, ou des copains, en tout cas, des gens avec qui je faisais des soirées, avec qui je discutais, etc. régulièrement, j'avais pris pas mal de pincettes quand même dans cette vidéo, en leur disant, regardez, vous n'avez pas un peu l'impression que c'est un peu décalqué par rapport aux vraies préoccupations. Depuis que j'ai fait cette vidéo, c'est blackout total de tous ces gens-là, avec qui pourtant on discutait bien. Et quelque part, en fait, là, ce que je vous dis là, ça rejoint ce que je vous ai déjà raconté dans ma vidéo sur mon départ de la gauche, qui m'a permis de retrouver la France d'une certaine manière. Et je tiens à vous le dire ici, je n'ai absolument aucun regret. Je préfère être ici, libre, à faire mes analyses, sans avoir à contenter un petit milieu d'idiots qui se prennent pour les lumières du monde entier. Je suis désolée de le dire, mais voilà. L'idée de départ, quand j'ai lancé avec les copains la chaîne du fil d'actu, et puis cette chaîne, c'était de faire le travail que les autres médias ne faisaient plus. Et je pense qu'à l'époque, on n'avait pas vraiment saisi la véritable portée de cette affirmation et de cette intention. On n'avait pas compris à quel point ça nous engagerait, et surtout, on n'avait pas compris à quel point le milieu des médias était tombé bien bas. Enfin, moi, c'est vrai que depuis, j'ai eu tout un tas de désillusions. Encore une fois, comme c'est un milieu que je ne connaissais pas du tout, je n'ai pas de parents, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'amis dans ces milieux-là. Je me suis faite, enfin, je vais pas dire que je me suis faite toute seule, parce que voilà, mais je dois rien à personne, à part à vous, en fait, à part à vous, le public. Et même quand je me suis engagée en politique, pareil, personne dans ma famille était dans des partis politiques ou élu ou trucs comme ça. C'était un monde, mais qui moi me paraissait à des milliers de lieues en fait du mien, de mon monde à moi. Et j'y suis juste allée toute seule, la fleur au fusil, en mode est-ce que je peux aider, quoi ? Est-ce que je peux être utile ? Et à ce moment-là, rapidement, mes compétences dans le milieu politique, elles ont été remarquées, elles ont été utilisées, je dirais même qu'elles ont été exploitées, mais j'ai bénéficié d'aucun passe-droit, je viens de nulle part et je suis personne, vous voyez. J'ai juste toujours travaillé à fond pour ce que j'ai obtenu, mais j'ai toujours travaillé uniquement dans des choses dans lesquelles je croyais et avec une volonté d'être utile et d'apporter quelque chose. Donc, en politique, quand j'ai vu que l'énergie et le boulot et le cœur aussi, c'est important, que je mettais à ce que je faisais, non seulement c'était inutile, mais en plus c'était exploité par des gens juste pour satisfaire leur désir de gros mégalos, c'est là que je suis partie en fait. Et quand j'ai commencé à fréquenter un petit peu le milieu des youtubeurs, j'ai mis du temps à comprendre qu'ils n'étaient pas là pour les mêmes raisons que moi, que c'était pas des outsiders comme moi en fait, que eux, il y en avait beaucoup, en tout cas, qui avaient déjà un pied dans ce milieu-là, par leurs parents, par leur famille, ou par ne serait-ce que leur milieu social ou géographique dans lequel ils avaient grandi. Il y en a beaucoup qui sont parisiens. Bref, dans ma grande naïveté, j'ai mis quand même pas mal de temps à comprendre qu'ils n'étaient pas du tout là pour les mêmes raisons que moi, qui sont les mêmes que celles qui m'avaient poussée à m'engager en politique, parce que je voyais que c'était la merde, et que je voulais juste me rendre utile là où je pouvais. Et pour moi, le milieu politique dont j'avais fait l'expérience, c'était l'ancien monde, qui était pourri jusqu'au trognon, mais faire des vidéos d'analyse, de commentaires politiques sur YouTube,
À l'époque, c'était alternatif, en tout cas pour moi. Le champ était ouvert. C'était pas, en tout cas, encore corrompu comme ça l'est aujourd'hui. L'expérience que j'ai eue malheureusement depuis, où j'ai fréquenté ce milieu, avant d'en être rapidement tricarde, pour les raisons que je viens de vous exposer, ça fait que aujourd'hui, j'ai plus vraiment d'illusions sur ce qu'ils sont, sur l'hypocrisie, sur les conflits d'intérêts, et surtout sur le fait que tout ce qu'ils voulaient, au final, c'était simplement une place dans ce milieu-là, au sein d'une nouvelle forme de noblesse décalquée, à pouvoir manger des petites bouchées au canard et des éponges au chocolat en dormant dans des Airbnb avec jacuzzi, pendant que vous financez par votre travail leurs heures à jouer aux jeux vidéo. Et c'est pas mon délire, vraiment. Chacun ses rêves, mais personnellement, celui-là n'a jamais fait partie de mon logiciel. Donc au final, tant mieux que je doive rien à ce monde-là, quand je vois ce qu'ils sont devenus très rapidement. Je change pour rien au monde de ma vie. Franchement, je suis très heureuse d'être là où je suis, dans ma campagne, avec mon mari, mon jardin, à me faire traiter de bouseuse et à éviter Paris parce que c'est Babylone, voilà, comme on évite la peste. Je suis quelqu'un, alors je vais pas dire que je suis asociale parce que c'est pas vrai, j'aime les gens, mais déjà ça dépend de quels gens, mais on va dire c'est tout ce qui est soirée mondaine, protocole, faux semblants, discussions pas intéressantes avec des gens pas intéressants, en fait ça me gonfle, enfin voilà, et je sais pas faire semblant en fait, et c'est peut-être ça qui fait que de toute façon je grimperai jamais les échelons dans ce genre de milieu, mais voilà, et c'est peut-être pas la situation la plus confortable financièrement, et parfois je me demande, c'est vrai, ce que serait ma vie si j'avais donné des gages à l'époque, si j'étais rentrée dans le moule, que j'avais touché le CNC pour faire des vidéos où, je sais pas, j'allais voir des gigolos. Non mais rigolez pas, il y a vraiment une youtubeuse qui a touché du pognon du CNC pour ça, pour aller au et elle a touché de l'argent du CNC à la commission d'ailleurs à laquelle on avait postulé, il me semble bien. Donc c'est vrai que ça m'arrive de se demander ce que serait ma vie, si j'avais pas quitté le PG et que aujourd'hui j'étais députée, parce que je serais députée depuis 2017 si j'étais pas partie du PG fin 2015, parce que je faisais partie des petits protégés de Jean-Luc Mélenchon, c'est moi qui suis partie. C'est moi qui leur ai dit que c'était tout un tas d'inutiles qui ne servaient à rien. Ils m'ont pas virée, je me suis barrée parce que en plus d'être des nuls, comment le dire, c'est pas des gens bien. Voilà. Et donc, si ça se trouve, en fait, là, aujourd'hui, je serais députée et je devrais supporter les inepties de Boyard et de Ercilia Soudé et je devrais défendre des causes débiles. Vous voyez? Donc, non, pas de regret. Et si j'avais touché le CNC et que je fus obligée de dire que c'est vachement bien et que c'est vachement utile et que c'est un service public et que quand même c'est vachement important, pareil, aucun regret. Des fois, c'est vrai, je me demande. Mais ensuite, je me rappelle le prix à payer. Et en fait, vous savez quoi? Je suis très heureuse de pouvoir me regarder dans la glace le matin sans avoir envie de gerber. Voilà. C'est un honneur en fait que vous m'avez fait de financer et de soutenir la chaîne pour que je puisse être là avec vous à essayer de décortiquer une actualité qui rend fou et à tenter de poser les bases d'une société meilleure pour reconstruire ce pays qui a, voilà, on va pas la refaire, mais qui a sombré dans le marasme à cause des dirigeants qui ont décidé de se faire les serviteurs de la finance. Et j'en pleure souvent de cet état de fait, de ce qu'ils ont fait au pays, parce que les gens qui payent pour leurs décisions, je les croise et je discute avec eux tous les jours en fait. C'est pas un truc abstrait pour moi, ni la politique, ni la production, ni rien de tout ça. C'est très concret, c'est très matériel. Et de voir en fait cette espèce d'élite complètement dégénérée traiter ça comme si c'était un dû, quelque chose qui leur était dû, alors que normalement c'est à eux de nous servir et pas l'inverse, ça me rend dingue, ça me rend dingue. Et vous voyez, précisément parce que j'ai choisi de défendre ça à mon humble niveau et que c'est vous qui m'avez permis de l'avoir ce choix, et je suis consciente que tout le monde n'a pas ce choix de qui, de quel côté on est, vous voyez. Du coup, je sais aussi que je suis pas toute seule à croire que impossible n'est pas français. Je préfère 1000 fois être, par mon choix et avec votre soutien, au service de la France. Cette liberté de choisir pour qui je bosse, je vous la dois à vous. C'est toujours vous qui m'avez soutenu quand les fois où j'ai failli arrêter la chaîne par manque de moyens même. C'est vous qui m'a rappelé à l'ordre et à mes devoirs si jamais je m'écarte du droit chemin. Et ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est que comme j'ai pas un gros mécène
qui me finance et à qui je dois tout, il peut pas faire pression sur moi pour que je dise ce qu'il a envie d'entendre. Comme, vous voyez, il n'y a pas un mécène qui tient les cordons, donc je ne suis pas une marionnette dans les mains d'un marionnettiste. Comme vous êtes littéralement des centaines de milliers à être abonnés, à soutenir sur Tipeee, ou même juste en regardant, en partageant les vidéos, en mettant un pouce ou en m'alertant sur des sujets, ça me donne à moi et ça vous donne à vous aussi une garantie que je céderai pas aux pressions de ce genre de milieu, et même si je suis déjà pas, enfin je vous dis, c'est pas du tout le genre de milieu et de fonctionnement qui m'attire, je vous dis, je fuis ça comme la peste. Donc voilà, merci de me donner la force littéralement de rester sur le droit chemin. C'est un honneur que d'être à votre service. Allez, cette fois-ci je vous laisse, c'est beaucoup trop long. Je vous dis à la prochaine, vive la France libre et surtout prenez soin de vous.